Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Normandie Politique, une émission consacrée à l'agriculture à quelques heures de l'ouverture du Salon international Porte de Versailles à Paris. L'agriculture et la Normandie, c'est une longue histoire, plus de 50 000 emplois, 26 500 exploitations agricoles et beaucoup de questions sur le devenir de la profession. Comment assurer le renouvellement des exploitations et comment attirer les jeunes agriculteurs en Normandie? Comment s'adapter aussi au changement climatique et répondre aux nouvelles réglementations jugées de plus en plus dures par certains professionnels. Toutes ces questions, nous allons les poser à notre invitée Clotilde Heudier, vice-présidente du Conseil régional en charge de l'agriculture et de la pêche. Elle est aussi agricultrice à Saint-Romain-de-Colbosc. Avec elle, nous évoquerons aussi bien sûr la place de la Normandie au Salon de l'agriculture. Normandie Politique, épisode 2, c'est parti. Bonsoir Clotilde Heudier. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par les sujets d'actualité normands. Il n'a pas beaucoup plu ces dernières semaines. La France a connu 32 jours sans véritable pluie, record historique selon Météo France. Les nappes phréatiques ne se rechargent donc pas. On sait que les agriculteurs ont besoin d'eau. Dans notre région, c'est une problématique qui ne s'est pas posée pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui les agriculteurs normands sont préparés ? Ils sont préparés et on les prépare et régulièrement avec la Chambre d'agriculture. Dernièrement, on a travaillé sur le Varenne de l'eau pour voir justement l'impact de ce réchauffement climatique sur les exploitations, à la fois les exploitations d'élevage mais aussi les exploitations de grandes cultures. Je le disais, vous êtes agricultrice vous-même. Oui. C'est quelque chose que vous constatez dans votre exploitation, cette problématique de l'eau ? Oui, là, fin février, les derniers jours, il faisait beau. On a ouvert les terres et on s'aperçoit vraiment que oui, c'est sec, c'est beaucoup plus sec que d'habitude. Alors les gens ont l'impression qu'il pleut parce qu'ils crachinotent, ouais. Mais ça ne remplit pas les nappes phréatiques. C'est pas assez. Comment vous répondez justement très concrètement à l'inquiétude des agriculteurs qui craignent une possible sécheresse cet été ? Non. On n'a pas les réponses miracles, mais on travaille sur le long terme. Il va falloir trouver des alternatives et, au niveau des cultures, mais aussi préserver notre élevage qui est sensible aux sécheresses parce qu'on risque d'avoir en fait des épisodes pluvieux très violents et des sécheresses un peu plus longues. Donc au niveau des cultures, il faut aussi travailler sur tout ce qui est variétal, faire attention parce qu'on risque d'avoir des échaudages de blé et des baisses de rendement. Et pour l'élevage, il faut aussi travailler sur l'alimentation des vaches parce que l'herbe se fera plus rare en été, donc faire peut-être des stocks avant et l'herbe sera un peu plus abondante en hiver mais avec un sol qui permet un peu moins le pâturage des vaches. Donc il faudra absolument travailler et on espère aussi que tout le dialogue qui va commencer dans la loi d'orientation agricole qui commence actuellement, on prenne en compte tous ces enjeux. On parle beaucoup aussi de l'augmentation des coûts de l'énergie. Les professionnels sont grandement touchés. Qu'en est-il des agriculteurs normands ? C'est quoi les freins les plus difficiles aujourd'hui ? Ce qui a été très compliqué, c'est l'augmentation des tarifs des intrants. Les agriculteurs ont été très touchés par cela. Au niveau des de l'électricité, tous les agriculteurs qui ont des compteurs inférieurs à 36 kVA profitent aussi du bouclier tarifaire. Mais par contre, tous ceux qui sont au-dessus payent l'énergie plein pot. Et je pense aussi en particulier aussi à tous les pépiniéristes et horticulteurs et les légumes sous serre qui, eux, ont aussi une tarification du gaz qui a énormément augmenté. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les exploitations agricoles deviennent de plus en plus autonomes au niveau des intrants. Et les agriculteurs peuvent bénéficier d'aide de la région sur ce point, sur les coûts de l'énergie ? Alors pas sur le coût de l'énergie directement, mais on travaille avec les agriculteurs pour les rendre de plus en plus autonomes vis-à-vis des intrants. Le changement climatique, les exploitations doivent de plus en plus anticiper les enjeux, les évolutions et répondre donc aux enjeux de la décarbonation. Instaurer des énergies renouvelables, on le sait, ça coûte assez cher. Concrètement, je suis agriculteur. À quelles aides puis-je prétendre aujourd'hui de la part de la région notamment ? Alors sur des panneaux photovoltaïques, il y avait des aides concernant la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Il y a aussi toute la méthanisation où il y a des aides aussi de la région sur ce dispositif. Ça représente combien de prise en charge en pourcentage à peu près ? Là, je ne vais pas m'avancer. Ouais. Je ne voudrais pas faire des meutes, mais non, je peux pas vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont assez informés de ce à quoi ils peuvent prétendre, vous me diriez ?
Oui, parce qu'on a lancé notre nouvelle politique agricole à la région cette année. On a fait un petit livret du guide des aides. On a aussi sur notre portail de la région Normandie tous les dispositifs qui sont sur ce portail-là. Et on va commencer la semaine prochaine, ou je crois la semaine d'après, des réunions en B2B directement, les agents de la région avec les agriculteurs, dans les antennes décentralisées des chambres d'agriculture. Le porteur de projet vient avec son projet et on l'aide à monter son projet, à l'orienter aussi vers les bons dispositifs. Je tiens à rappeler que notre politique, ça a été demandé par l'ensemble des professionnels de la simplifier. Donc on a énormément regroupé nos dispositifs, on l'a simplifié pour que ce soit beaucoup plus accessible pour les agriculteurs. Est-ce qu'avec la hausse des coûts de l'énergie, il n'y a pas une urgence aussi de plus en plus à changer? Vous aviez l'air de le dire. Et est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'enregistrer plus de demandes qu'avant? Alors là, on a eu un boom sur le dernier dispositif à l'investissement. On a reçu plus de 280 dossiers. Donc ça veut dire que l'agriculture investit encore et c'est bon signe. C'est bon signe. On va aussi parler de ces préoccupations environnementales qui font aussi évoluer les habitudes de consommation du grand public. En ce sens, la région Normandie a signé une convention avec les régions Hauts-de-France et Grand Est pour développer les protéines végétales, d'algues et d'insectes. En quoi la Normandie a-t-elle une carte à jouer pour ces nouvelles protéines? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça rentre aussi dans le cadre du changement climatique de mettre en Normandie des cultures un peu plus résilientes à ce changement climatique. Les habitudes alimentaires changent aussi, donc l'importance de mettre de la protéine végétale aussi sur nos territoires. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de viande, bien sûr que non, mais il y a un besoin de protéines issues des animaux, mais aussi des végétaux. Et cette filière de protéines végétales, elle s'adressera à qui ? À l'ensemble des consommateurs et des agriculteurs qui veulent se lancer. On n'est pas sans expérience, on a déjà tout un projet Lego sur la lentille, le pois chiche qui émerge et qui montre de bons résultats. La problématique d'instaurer des nouvelles cultures, c'est non pas... Il n'y a pas que le réchauffement climatique, mais c'est de mettre en région toute la filière. Voilà. Parce que les agriculteurs, ils veulent bien produire, mais derrière, il faut leur assurer aussi un revenu et une prise de ces protéines végétales. On ne peut pas dire à l'agriculteur, écoute, tu vas te lancer dans la protéine végétale, mais c'est pas sûr que je te les prenne. Il faut qu'on arrive à bâtir toute la filière et on arrive à réindustrialiser aussi la Normandie avec des entreprises qui sont intéressées pour investir dans la protéine végétale. En termes de calendrier, ça donne quoi sur ce dossier? Donc là, on a lancé une AMI avec les régions Hauts-de-France et Grand Est. Donc, un appel à manifestation d'intérêt pour justement bâtir cette filière au niveau des 3 régions sur la protéine végétale. Merci beaucoup. Voilà pour les sujets d'actualité. On passe tout de suite au focus de Normandie Politique. Le renouvellement des chefs d'exploitation et la transmission des fermes, c'est l'un, si ce n'est l'enjeu majeur de ces prochaines années. Un chiffre, 10 500 agriculteurs normands ont plus de 60 ans et se préparent à partir à la retraite d'ici 2028. C'est un agriculteur sur 3. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter Anne-Marie Denis, présidente de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. Elle est installée dans l'Orne et elle s'inquiète pour l'avenir de la profession. Il y a 4000 exploitants qui ont entre 55 et 60 ans. Donc, ça fait au moins 400 à partir par an si on étale sur 10 ans ce départ-là. Donc, s'il y a 100 installations pour 4 départs, ça veut dire qu'il n'y aura qu'une installation sur 4, il n'y aura qu'une compensation sur 4 des agriculteurs en place. On a 5 ans devant nous où ça va se dégrader gentiment. On va laisser de côté des exploitations médiocres ou des gens qui n'ont pas su se développer ou des gens qui n'ont pas une production économique. Et donc, je pense que dans les 5 ans à venir, on a vraiment des exploitations qui resteront de côté. 5 ans devant nous, dit Anne-Marie Denis. Clotilde dit, est-ce qu'il y a vraiment urgence aujourd'hui ? Il y a urgence, mais on a déjà travaillé à ce renouvellement des générations depuis déjà quelques années, en particulier dans le cadre de notre politique agricole régionale sur l'installation. On s'était donné un objectif de 300 installations par an et on l'a largement dépassé. Donc on a des candidats, on a des exploitations. Il faut réussir aussi à faire matcher les candidats et les personnes qui cèdent leurs exploitations. Et avec aussi une disparité sur l'ensemble de la Normandie. On a des territoires où on a plus de jeunes
que de fermes et des territoires où il nous manque des jeunes et il y a beaucoup de fermes sans repreneurs, comme le disait Anne-Marie. C'est quoi les territoires qui suscitent le plus d'inquiétude ? L'élevage. L'élevage, malheureusement, c'est l'élevage qui n'attire plus les jeunes. Peut-être déjà, je pense, par rapport à un prix qui n'est pas assez rémunéré et une charge de travail. Et géographiquement, ça représente quoi ? C'est le pays de Bray, une partie de l'Orne et de la Manche. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi le métier n'attire plus suffisamment aujourd'hui ? On n'a peut-être pas aussi su parler positivement de notre métier. Peut-être qu'on a peut-être un peu trop parlé des côtés négatifs. Et je pense qu'on doit redorer l'image de l'agriculture et ça passe obligatoirement par les jeunes et par les lycées agricoles. Alors justement, comment on fait concrètement pour attirer davantage les jeunes ? On va dire que c'est le plus beau métier du monde, déjà. On a quand même une qualité de vie, une qualité de famille. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, post-Covid, tous ces gens qui ont envie d'avoir une nouvelle vie, on a quand même une relation avec la nature, on vend le fruit de notre travail. Notre travail, il est varié. On est à la fois producteur, on est transformateur, on commercialise, on est comptable, on est maman. Enfin, c'est un métier multiple et même s'il y a des côtés négatifs, il faut en parler positivement. On a aussi maintenant des consommateurs qui sont très friands de tout ce qu'on peut faire en local avec des produits de qualité. Moi, je rappelle, les agriculteurs font des produits de qualité et c'est comme ça qu'on va réussir à attirer des jeunes qui, en plus, eux, vont arriver peut-être avec un regard nouveau sur l'agriculture qui peut être bénéfique pour l'ensemble des filières. Mais ces jeunes, ils cherchent parfois un cadre de vie différent des générations précédentes. Ça, c'est un frein aujourd'hui. Et oui, c'est pour ça qu'en fait, c'est essentiellement l'élevage qui a du mal à trouver des repreneurs parce que cette qualité de vie est un peu plus contraignante dans l'élevage où il faut être là 7 jours sur 7. Les horaires sont un peu plus délicats et très contraignant, je dirais. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de jeunes qui ne vont pas obligatoirement s'installer, mais qui vont devenir salariés ou vachers de remplacement. Et on a aussi beaucoup de mal à attirer ces jeunes dans ces métiers. Le taux de renouvellement est actuellement de 58%. L'une des difficultés principales, c'est l'accès au foncier, notamment. Comment la région, elle agit sur ce point ? Donc on a un dispositif de portage foncier déjà depuis quelques années qui fonctionne bien et on travaille encore avec la SAFER sur un nouveau dispositif, mais bon, je ne veux pas en parler parce qu'on travaille simplement dessus sur un portage foncier plutôt long terme, qui à 10 ans. Qui pourrait intervenir d'ici combien de temps ? Très rapidement, je pense d'ici 2 mois, qui consisterait à avoir un portage foncier pour les jeunes sur un temps beaucoup plus important qui lui permettrait de s'asseoir un peu plus financièrement avant de pouvoir acheter son foncier. Vous restez avec nous, Clotilde Dier est l'invitée de Normandie Politique et ça continue dans moins de 2 minutes. Restez avec nous, à tout de suite. Entrez dans la plus grande ferme de France. Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes à Paris du 25 février au 5 mars. BFM Normandie met à l'honneur tous les Normands qui font l'agriculture. Éleveurs, maraîchers, producteurs, les meilleurs produits, les plus belles bêtes. Émission spéciale en direct, reportages, interviews et les réactions du grand public. Toute l'actualité de l'agriculture en Normandie, c'est sur BFM Normandie. À retrouver aussi sur les sites et applis et en replay sur RMC BFM Play. Обустроить свою жизнь. В основе нашей политики свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это наши товарищи, близкие. Мы никому...
Bienvenue si vous nous rejoignez dans Normandie Politique avec Clotilde Dié, vice-présidente de la région en charge de l'agriculture et de la pêche. On l'évoquait un petit peu dans la première partie, la Normandie, c'est une terre d'élevage historique, mais ça pourrait bien évoluer dans les années à venir. On va écouter Anne-Marie Denis, la présidente de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, et on se retrouve juste après. Alors, on n'y croyait pas, parce qu'en fait, on est des passionnés d'élevage en Normandie et les prairies sont vertes. C'est bien ce qu'on dit toujours et ce que disent tous les touristes qui viennent en Normandie. On constate depuis 2 ans, chose qu'on n'avait jamais vue avant, je dis bien jamais vue avant, on a une baisse quand même de 9% des bovins en Normandie. 9% de moins, c'est des élevages laitiers en moins. Donc en fait, ceci plus cela fait que les agriculteurs, peut-être pour un meilleur cadre de vie, préfèrent arrêter le lait et aller vers d'autres productions ou aller quelquefois même vers un autre métier. Une Normandie sans vache, je l'imagine même pas, mais malheureusement, on va vers cette descendance. Et jusqu'où elle ira, je ne sais pas. Va-t-on vers une Normandie sans vaches, Clotilde Dié ? Mais je ne l'espère pas, puisque c'est ce qui fait justement la caractéristique de la Normandie. Mais comment on l'évite alors ? Alors on essaye pas, en Normandie on souhaite absolument continuer à installer des jeunes et c'est pour ça qu'on les aide au démarrage en mettant en place une aide pour les plus de 40 ans et les moins de 40 ans parce que notre vivier je pense qu'il est là aussi dans les plus de 40 ans avec des Pas que chez les jeunes. Non, on parle souvent de jeunes agriculteurs, mais il y a une partie de jeunes. Et si on n'a pas ces jeunes, il y a aussi des gens ayant plus de 40 ans qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent changer de métier ou qui reviennent à l'agriculture parce qu'un grand-parent ou un parent était à l'agriculture et qui reviennent sur les exploitations. Et je pense que notre vivier, il est là. Et derrière l'élevage, il y a toute l'industrie agroalimentaire et elle est importante dans la région. On va peut-être voir les chiffres sur l'infographie. Ça veut dire que des emplois se trouvent menacés derrière ça. Mais bien sûr, s'il n'y a plus de production, alors on parle essentiellement là de l'élevage et du lait, donc on a quand même des très grosses industries laitières en Normandie. Ce sera un comble de plus avoir de crème et de beurre en Normandie. Donc il y a urgence à agir. Les jeunes s'installent aussi aujourd'hui sur des exploitations plus importantes avec une diversification des installations. Est-ce qu'on peut espérer que cette diversification, que vous exercez d'ailleurs dans votre exploitation, contribue à attirer aussi les jeunes ? Ça attire les jeunes et ça permet aussi de moins prendre de risques, de diversifier son exploitation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand une production marche moins bien, vous avez toujours les autres pour vous rattraper. Mais le message aussi que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est que si le lait ou la viande ne va pas bien et n'attire pas de jeunes, c'est aussi parce que les prix ne sont pas là. Et la problématique, elle est là et on croit beaucoup dans la loi Egalim 2 pour avoir un juste prix rémunéré à l'agriculteur. Et je pense qu'il y a des jeunes, il faut aller chercher un public, mais il faut aussi rémunérer les agriculteurs. Mais c'est vrai que ces justes prix rémunérés, on entend cette petite phrase depuis des années et des années. Oui, est-ce qu'on peut espérer un aboutissement rapide il faut continuer et il ne faut pas mettre... parler à l'unisson de la même chose parce qu'on a des entreprises laitières qui fonctionnent bien et qui rémunèrent bien leurs producteurs en région et on le voit tout simplement, c'est des départements où il y a moins de problématiques sur le lait et des entreprises qui payent un peu moins bien perdent obligatoirement des agriculteurs. L'un des objectifs de la politique agricole régionale 2023-2027, c'est l'installation de 450 agriculteurs par an en Normandie. C'est réellement tenable ce chiffre ? Je pense que c'est tenable puisque l'année dernière on en a fait plus de 360 et en ouvrant aussi aux plus de 40 ans, je pense qu'on va en installer un peu plus. Et comme je vous le disais, c'est aussi parfois des installations un peu différentes ou atypiques, mais toujours dans le cadre de reprises et d'installations viables et vivables pour l'agriculteur. C'est important. L'autre enjeu, c'est la féminisation de la profession. On en est où aujourd'hui en Normandie ? Alors, je n'ai pas de chiffre exact, mais on a maintenant dans nos lycées agricoles, dans les classes, autant de filles que de garçons. Ah ouais. Donc c'est bon signe. Il y a de la place pour les femmes. Cette semaine, je suis allée voir une agricultrice qui s'est installée hors cadre familial, donc hors issue du milieu agricole. Elle avait son projet, elle voulait absolument faire des chèvres et des brebis et faire son fromage. Et au jour d'aujourd'hui, elle a construit son exploitation de A à Z et elle est complètement épanouie et elle vit concrètement de son métier. Donc c'est possible. Oui, on a des beaux exemples en Normandie. Alors, on est une terre d'accueil de l'agriculture. Oui, alors justement, on parle de susciter des vocations. Le salon de l'agriculture s'ouvre ce samedi à Paris. On va parler de la présence normande dans un instant. Mais d'abord, ce salon, ça reste une vraie vitrine au-delà de valoriser l'excellence normande ?
C'est une vitrine et c'est aussi la fête des agriculteurs, quand même, avant tout. Rappelez aussi qu'à la base, c'est un concours agricole régional. Donc, vous portez vos produits pour espérer avoir un prix. Quand vous revenez avec votre produit et vous avez une médaille d'or, d'argent ou de bronze, aussitôt, c'est des marchés qui s'ouvrent derrière vous. Et oui, moi, ça, c'est vraiment toujours un moment que j'attends avec impatience, parce qu'en plus, on a la chance en Normandie d'avoir nos 5 départements sous la même bannière Normandie. Donc, voilà, c'est le moment de communiquer positivement sur notre métier et aller chercher des vocations. Est-ce que vous pouvez mesurer les retombées des précédents salons, justement, en termes de susciter des vocations? Alors les retombées, on les entend vraiment par les exploitants qui viennent présenter leurs produits. J'étais l'autre jour avec un agriculteur qui fait des chips et il me dit « mais moi je ne pourrais pas venir au salon tout seul. L'avantage de venir, vous m'invitez, la région ou le département paye le stand et pour moi c'est faire la promotion de mon produit sur une clientèle parisienne ou même autre, c'est formidable ». La Normandie sera donc à nouveau présente en force cette année avec un grand pavillon de près de 500 mètres carrés, près de 120 producteurs, des éleveurs, des chefs cuisiniers. Et pour peser plus fort, vous le disiez, il faut la jouer collectif, c'est important. Oui, il faut la jouer collectif parce qu'on est une région agricole, 70% du territoire est consacré à l'agriculture. Les départements, les 5 départements ont leur diversité ou leur spécialité, mais le but c'est de montrer sous une même bannière tout ce qu'on sait faire. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en quelques mots au salon sous le pavillon Normandie? Vous allez retrouver, comme d'habitude, des produits laitiers, un bar à cidre, un bar à huîtres, nouveau un bar à bière et un bar à soupe. Les 20 ans de l'AREA, qui est l'organisation des entreprises agroalimentaires de Normandie, qui fête ses 20 ans avec plus de 600 produits sous la marque Saveur de Normandie. La mise en avant de la filière lin et chanvre aussi, et la filière protéines végétales. Et l'idée, c'est aussi que les différentes professions se parlent, échangent entre elles? Oui, enfin, nous, c'est vraiment un milieu d'échange entre la profession, mais aussi entre les autres régions et parfois développer des partenariats. On y sera justement lundi au Salon de l'Agriculture. On passe tout de suite à la dernière partie de cette émission, c'est le vrai-faux. Alors la Normandie, Clotilde Dié, est aussi une grande région de pêche. Elle compte près de 600 navires et c'est aussi une région qui compte plusieurs projets de parcs éoliens offshore, de quoi préoccuper les pêcheurs. Alors première interrogation, l'éolien en mer nuit à l'activité des pêcheurs, c'est vrai ou c'est faux? Pour l'instant, c'est ni vrai ni faux. On n'a pas assez de recul pour savoir. Je pense que oui, ça peut perturber, comme n'importe quel professionnel, quand on perturbe son travail. Évidemment, ça a peut-être certainement des conséquences. Mais il faut aussi voir l'avenir des éoliennes et peut-être construire entre ces éoliennes peut-être une aquaculture normale, une nouvelle aquaculture ou une nouvelle pêche. Et vous comprenez, vous essayez aussi, vous aussi de rassurer les pêcheurs quand vous les croisez? Oui, mais je les comprends. Enfin, n'importe qui, quand on perturbe son milieu, enfin, c'est le milieu naturel, c'est leurs ressources. Donc oui, je peux les comprendre. Mais d'un autre côté, on a aussi besoin d'énergie renouvelable. Donc il faut travailler ensemble, trouver des solutions. Et je vous dis, tout ce milieu d'éoliennes, il y a peut-être quelque chose à construire avec eux et une aquaculture nouvelle. Mais pas assez de recul aujourd'hui pour... Pas assez de recul, pas assez encore d'expérience, même dans des pays qui ont un peu plus d'expérience. Je pense qu'il faut voir au fur et à mesure. Autre sujet, la France a renoncé en janvier à l'usage des insecticides néonicotinoïdes. Ils sont utilisés pour les semences de betteraves sucrières. En Seine-Maritime, par exemple, ça concerne, je crois, la moitié des semis. Alors, sans néonicotinoïdes, produire des betteraves est plus compliqué, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Et alors, ce qui est perturbant, c'est que c'est une directive franco-française parce que nos voisins européens ont encore la possibilité d'utiliser les néonicotinoïdes. C'est inquiétant au niveau culturel, ça va être très compliqué et ça va nécessiter concrètement beaucoup plus de passages en aérien. Donc, je sais franchement si c'est mon avis, plus mauvais ou meilleur que les néonicotinoïdes. Mais c'est inquiétant pour l'ensemble de la filière sucrière, parce que je pense que si on n'arrive pas à mener notre culture de betterave jusqu'au bout, certains agriculteurs vont peut-être arrêter la culture et ça met vraiment en défaut toute la filière. La filière qui a déjà souffert, on se rappelle de la fermeture de la sucrerie Scani notamment. Voilà, il a fallu se réinventer et là ce serait vraiment dramatique parce que comme vous le disiez, derrière, c'est des emplois dans les territoires ruraux. Et comment vous faites dans votre exploitation parce que vous cultivez des betteraves sucrières? On a des betteraves, donc évidemment nous
n'allons plus utiliser les néonicotinoïdes. Donc c'est une surveillance au maximum pour éviter la jaunisse. Donc la jaunisse est apportée par un puceron. Donc ça va être des traitements préventifs et honnêtement, je ne suis pas sûre que ce soit meilleur que l'enrobage de la semence. Alors en guise de conclusion, on va réécouter Anne-Marie Denis, présidente de la Fédération régionale des syndicats d'exploitation agricole. Elle vous interpelle, on l'écoute et vous réagissez juste après. Comment pourra-t-on maintenir une alimentation diversifiée avec une agriculture aussi diversifiée qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui en Normandie si on change les réglementations, qu'on les durcit au point de décourager les agriculteurs qui ne feront peut-être demain qu'une sorte de production pour pouvoir se faciliter la vie et avoir un revenu décent? Votre réponse, Clotilde Dier? Je partage ce qu'Anne-Marie a dit. C'est vrai que c'est compliqué dans notre métier. On produit, on adore ce qu'on fait, on adore notre métier. Et d'avoir régulièrement de la réglementation qui nous tombe dessus, quand elle est européenne et à l'échelle européenne et que nos voisins ont la même, bon, on peut comprendre, il n'y a pas de distorsion de concurrence. Mais là, sur les néonicotinoïdes, nous, on n'a plus le droit d'en utiliser et les autres pays ont le droit d'en utiliser. Donc ça, c'est pas équitable. C'est source de découragement aussi, ces réglementations parfois de plus en plus dures. C'est énervant et ça fatigue et on se pose toujours la question de est-ce qu'on est vraiment dans les clous? Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas oublié de renvoyer un papier? Et ça, c'est au-delà de notre métier. Et voilà, je vous dis, moi maintenant, dans mon emploi du temps, je passe une journée sur l'exploitation et cette journée, elle est consacrée au papier. Et c'est pas la base de notre métier. Et je connais pas beaucoup de métiers où on doit autant rendre de compte à la population que le métier d'agriculteur. Et ça, c'est un peu minant. Mais ça reste un métier passionnant, on l'aura compris. Merci beaucoup, Clotilde Dier, d'avoir été l'invitée de Normandie Politique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour le prochain numéro de Normandie Politique. Restez avec nous, l'information continue sur BFM Normandie.